Y a-t-il un risque de guerre en Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Europe? La question est posée depuis ce week-end, depuis que Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Crimée. Et c'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. La pression est maximale sur le président russe Vladimir Poutine. La nuit dernière, les Américains ont pris les premières sanctions. Ils ont décidé de suspendre toute coopération militaire avec la Russie. Et puis, l'Union européenne pourrait décider de suivre le même exemple si Vladimir Poutine ne retire pas rapidement ses troupes de Crimée. Alors, y a-t-il véritablement un risque d'affrontement entre l'Est et l'Ouest? Est-ce le retour de la guerre froide? Eh bien, c'est le débat que nous vous proposons ce soir avec nos nombreux invités. Et puis, vous aussi, vous pouvez participer à ce débat en allant sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. Alors, première question que l'on pose ce soir, comment en est-on arrivé là? Cette question, je vous la pose à vous. Éric Heusli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous connaissez très bien la Russie, l'ex-empire soviétique. Vous avez notamment écrit un livre sur le Caucase, à la conquête du Caucase. Alors, question très simple ce soir, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il envoyé ses troupes en Crimée? Je crois qu'on se trouve au dernier épisode d'une longue histoire déjà. L'Ukraine, qui n'est pas seulement aux portes de l'Europe, comme vous venez de le dire, mais en Europe, se trouve être dans cette position extraordinairement particulière d'un pays à la fois dans l'Europe et à la fois dans le monde russe. Elle est exactement sur la faille sismique qui sépare ces deux mondes. Et d'une certaine manière, cette différence se ressent également au sein de la société ukrainienne, où on a des populations qui ont connu des histoires relativement différentes, qui ont un rapport, une culture politique différente, et dont on a vu depuis l'indépendance en 1991 que ces différences étaient constantes. Il n'y a pas eu de scrutin en Ukraine sans que l'on constate cette répétition de différences. Alors, à cette différence et à cette faille se superpose malheureusement, très malheureusement pour les Ukrainiens, une opposition d'intérêts majeure sur le plan géopolitique entre les Occidentaux d'un côté, la Russie de l'autre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est d'une gravité extrême, puisque nous sommes effectivement dans l'épisode sans doute le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide, si d'ailleurs fin de guerre froide il y a eu, c'est une des questions peut-être qu'on devrait se poser ce soir, mais nous sommes effectivement dans une phase extrêmement difficile où, après avoir vu les Occidentaux depuis maintenant quelques années essayer assez fortement d'ancrer l'Ukraine de leur côté, la Russie, prise un petit peu au dépourvu par les derniers événements, tente, elle, de défendre ses intérêts, de prendre un certain nombre d'atouts dans cette bataille géopolitique. Elle le fait, je dirais, un peu à sa manière, hein, avec, comme on la connaît, avec parfois des déclarations un peu surprenantes, je veux dire la défense des minorités, des choses de ce type-là, qui paraissent un peu spéciaux pour les Occidentaux que nous sommes. Mais c'est à cela que nous assistons. C'est maintenant une partie importante de poker entre les deux grands joueurs occidentaux et russes. Alors, ce qui est situation dangereuse, hein, dites-vous, situation dangereuse, Éric aussi. On va y revenir, mais tout de suite, j'aimerais dans le fond situer ce pays. On va le voir avec une animation, puisque depuis plusieurs semaines, on parle de l'Ukraine et c'est parfois difficile de situer ce pays sur une carte. Il faut bien se rendre compte que l'Ukraine est aux portes de l'Europe, un pays de 46 millions d'habitants qui fait frontière notamment avec la Pologne, mais aussi avec la Slovaquie ou encore la Hongrie. Et puis on voit la Crimée dont on parle depuis plusieurs jours. Voilà donc pour situer ce pays effectivement aux portes de l'Europe. Vous parliez, Éric aussi, d'une situation dangereuse. J'aimerais vous entendre là-dessus, André Libiche. Bonsoir, vous êtes professeur honoraire à l'IHEID, c'est l'Institut des hautes études internationales et du développement à l'Université de Genève. Vous êtes un spécialiste des pays de l'Est. Alors est-ce que pour vous aussi la situation est dangereuse ce soir? Certainement, elle est très dangereuse. La crise perdure depuis plus de 3 mois. Elle monte de cran en cran.
On est maintenant dans une phase qui peut être décisive. Ce qui est encourageant, c'est que personne ne semble vouloir tirer d'abord. L'OTAN... Il y a beaucoup de tensions. Hein. Il y a beaucoup de tensions. En voyant certaines images, on a l'impression que c'est un pays au bord de la guerre civile. Et ce qu'on craint le plus, c'est le dérapage. Si effectivement il y a un incident sanglant, disons l'assassinat d'un certain nombre de soldats russes, ou encore un massacre, comme on a vu dans le Maïdan le mois dernier. Le Maïdan, ça c'est la place de l'indépendance à Kiev, où il y a eu toutes ces manifestations. Alors cela peut embraser la situation et le rendre une guerre active. Pour le moment, ce qui est encourageant, c'est que ni les Occidentaux, ni les Russes ne semblent vouloir tirer les premiers. Et on espère que ça va rester ainsi. Et il y a des moyens à prendre pour que ça reste ainsi. Alors on reviendra sur ces moyens. J'aimerais aussi passer la parole à une Ukrainienne qui est avec nous ce soir, Lisa Rubach. Merci beaucoup d'être avec nous. Je précise que dans le public ce soir, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens, parce qu'on s'est rendu compte en préparant cette émission qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens dans ce pays, majoritairement pro-révolutionnaire apparemment. Lisa Rubach, vous êtes ukrainienne, je le disais, vous avez longtemps étudié à Kiev, mais aujourd'hui vous êtes chercheuse à l'IHEID également. Alors comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ce week-end que les Russes envahissaient votre pays, parce que la Crimée, hein, c'est le sud de l'Ukraine, il faut le rappeler. Oui. Pour moi, c'est difficile de rester tranquille en vous expliquant comment j'ai réagi quand j'ai appris les nouvelles ce week-end, parce que je suis née en Russie, ma mère elle est russe, le russe c'est ma langue natale. Par contre, je me considère comme ukrainienne, j'ai vécu presque toute ma vie en Ukraine avant de venir en Suisse. Et c'est vrai que dans mon pire cauchemar, je ne pouvais jamais imaginer une situation que ces deux pays peuvent se retrouver presque à la guerre. Vous parlez d'une guerre froide entre le monde occidental et oriental. Moi, je dirais qu'on est à la porte d'une guerre chaude, d'une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous êtes inquiète? Je suis plus qu'inquiète. Je suis plus qu'inquiète et pour moi, pourquoi cette situation m'inquiète tellement et me rend tellement triste, parce qu'il n'y a pas de volonté de la part de deux peuples de rentrer dans la guerre. Il y a la volonté d'une personne ou d'un régime en particulier, je parle du régime du président Poutine, qui veut cette guerre. Il n'y a aucun autre pays et aucun autre peuple dans le monde entier qui aimerait rentrer dans cette guerre. Vladimir Poutine, pour vous, c'est clairement le méchant, Madame Rubach? Bien sûr, c'est clairement le méchant. Quel autre avis peut-on avoir vers une personne qui a mis les deux peuples frères, comme il le dit lui-même, au bord d'une guerre? Et vous avez aussi dit que nous sommes au bord d'une guerre civile. Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec cela. Et nous ne sommes pas au bord de la guerre civile. Les Ukrainiens, ils ne sont pas si divisés que ça. C'est beaucoup de la propagande de Moscou pour montrer que nous sommes un peu divisés. Nous ne le sommes pas. Alors, si les Ukrainiens ne sont pas divisés, ça va faire partie du débat. On va passer la parole à Georges Niva. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Niva, vous êtes historien et traducteur, notamment professeur honoraire à l'Université de Genève. Vous avez notamment traduit Solzhenitsyn. Vous connaissez très bien les Russes. Vous connaissez aussi très bien, j'imagine, le fonctionnement de Vladimir Poutine. Et quand on vous dit Vladimir Poutine, c'est le méchant, qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je ne prétends pas du tout connaître le fonctionnement de Monsieur Vladimir Poutine, bien que j'ai lu tout son entretien d'aujourd'hui, par exemple, avec les journalistes, qui est très long et qui est plutôt rassurant. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des deux peuples frères. S'il y avait une guerre, ce serait la première guerre intraslave depuis la guerre polono-soviétique. Il n'y aura pas de guerre, je suis sur ce point-là relativement optimiste. Mais on ne peut pas, évidemment, exclure ce cas. Les choses ont empiré du fait du massacre du 20 février. Le 20 février, il est par, je ne sais pas si c'est des instructions directes du président Yanukovych ou indirectes, mais il y a eu un massacre. Le président destitué, hein, Viktor Yanukovych. Le président actuellement destitué. Donc ce massacre a véritablement
empirer les choses. Jusque-là, on avait une situation révolutionnaire, disons presque sans violence. Il y avait quand même eu des violences. Et puis il y en a eu aussi dans l'ouest de l'Ukraine. Il faut quand même bien voir que l'Ukraine a... D'abord, c'est un pays qui a été formé par Staline en 1945 à la victoire. Les frontières actuelles, c'est celles qui ont été imprimées par Staline. Par exemple, la Bucovine du Nord, Tchernivtsi, la Petite Vienne, étaient toujours dans l'empire des Habsbourg. Et M. Yatsenyuk, l'actuel Premier ministre, vient de cette ville, qui est d'ailleurs la ville où est né le grand poète Paul Celan. Et il a fait élever une statue à l'empereur François-Joseph. Ce qui est assez étonnant, vous voyez, une ancienne possession des Habsbourg, les Habsbourg ne sont plus là, et on élève une statue. Cette statue, elle est impossible dans la partie orientale de la Russie, parce qu'elle vit d'une autre mémoire, elle a un autre voisinage, elle a beaucoup plus de liens familiaux et de sang avec la Russie. C'est un pays, dans le fond, construit de toutes pièces. C'est ça ce que vous nous dites, Monsieur Niva. Peut-être que je vous propose qu'on s'arrête... Non, je n'ai pas dit ça. Pas construit de toutes pièces et qui peut-être est en train d'acquérir une identité civique supplémentaire en ce moment à cause des événements. Mais, par exemple, il faut quand même dire un mot sur la Crimée qui a un statut spécial et où il y a toujours eu les Russes depuis la fin du XVIIIe siècle, la prise de la Crimée par Catherine la Grande. Précisément, sur la Crimée, cette république autonome dont on parle beaucoup depuis ce week-end, depuis que Vladimir Poutine a envoyé ses troupes là-bas, je vous propose les explications d'Isabelle Fiot et de Sandra Ebler. Sébastopol, c'est un cas unique. Dans ce port, on trouve côte à côte les flottes russes et ukrainiennes de la mer Noire. En ville, on croise des marins russes partout. Ils sont environ 15 000 stationnés ici. Sébastopol, port stratégique qui offre aux Russes l'accès à la mer Méditerranée, est ville symbole d'une Crimée historiquement et culturellement tournée vers Moscou. Ici, 60% de la population est russe et tout le monde parle la langue de Pouchkine. La Crimée a été rattachée à l'Ukraine en 1954 par Nikita Khrouchtchev, une aberration pour une majorité de Russes. Pour les russophones de Crimée, la destitution du président Yanukovych est un coup d'État et le nouveau gouvernement illégitime. Ici, dans la capitale régionale de Simferopol, ces citoyens s'engagent dans des brigades d'autodéfense. Nous sommes des Russes et nous voulons rester dans la Russie. Les Russes sont des soldats de la paix. Ils sont venus en Crimée pour nous protéger contre les fascistes ukrainiens soutenus par l'Occident. Depuis une semaine, les endroits stratégiques de la péninsule sont occupés par des hommes en armes, cagoulés et non identifiés. C'est le cas de l'aéroport et du Parlement régional à Simferopol, qui a été envahi par un commando. Dans la foulée, un nouveau Premier ministre est élu et son message est clair. Pleinement conscient de ma responsabilité pour les vies et la sécurité des citoyens, je demande au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, d'aider à assurer la paix et le calme sur le territoire de Crimée. Depuis, les mouvements de troupes se succèdent sur les routes de la région, des troupes russes clairement identifiées cette fois. Elles ont pris le contrôle de plusieurs casernes ukrainiennes. Face à face surréaliste pour ces soldats ukrainiens pris en otage, c'est désormais le drapeau russe qui flotte au-dessus de leur base. Une situation tendue qui pourrait dégénérer à tout moment. Alors, vu d'ici, on a l'impression qu'il y a une énorme tension dans cette région de Crimée. Je vous propose tout de suite qu'on s'y rende avec vous. Yves Maga, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de la RTS en Crimée. Vous vous trouvez en ce moment à Simferopol, la capitale. Alors, sur place, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on sent aussi cette tension qu'on décrit ici en Occident? Tension, inquiétude, bien entendu, mais il ne faut pas faire preuve de catastrophisme. Il n'y a pas de risque de guerre civile entre communautés ici en Crimée. Vous savez, cette péninsule a 25 siècles d'histoire, une histoire souvent très lourde, la fameuse guerre de Crimée, et puis évidemment les terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de famille ici qui n'ait perdu un ou l'autre de ses parents pendant ces affrontements. Tous les gens que j'ai rencontrés des différentes communautés me disent tous, on ne veut jamais arriver à un affrontement armé.
Et puis, c'est une région aussi qui a des caractéristiques assez particulières comparées au reste de l'Ukraine. On l'a dit, la Crimée a été donnée en 1954 de la Russie soviétique à l'Ukraine soviétique. Les mauvaises langues disent qu'à l'époque, Nikita Khrouchtchev a signé le décret en état d'ébriété. On verra si c'est vrai. Mais la population de la Crimée, du coup, est à très large majorité russophone, plus de 65%. Et l'autre groupe important, 15% environ, ce sont les Tatars, une population de langue turque, musulmane, sunnite, qui a souvent été malheureusement pour eux du mauvais côté de l'histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Staline en a fait déporter 200 000 en direction des steppes d'Asie centrale. On estime que 40% d'entre eux sont morts en déportation dans les convois de trains à bestiaux qu'ils acheminaient à leur destination. Alors évidemment, ces populations tatares n'ont pas une grande amitié pour la Russie, n'ont pas du tout envie de se retrouver sous la coupe de Moscou d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont toujours tout de suite appuyé l'État ukrainien et au sein de l'État ukrainien, au sein des mouvements politiques ukrainiens, ceux qui regardent plutôt vers l'Ouest, vers l'Europe pour se distancer le plus possible de la Russie. Mais on n'est vraiment pas du tout à une situation d'affrontement. Je dirais simplement que tant l'Union européenne avec ses promesses intenables et la Russie qui soutient à bout de bras l'ex-président Yanukovych, corrompu jusqu'à la moelle, les deux ont ouvert cette boîte de Pandore et ont mis un peu face à face deux communautés qui, à l'heure actuelle, n'aurait rien à se reprocher. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu quelques timides échauffourées, mais ce n'est pas allé plus loin et je ne pense pas que ça puisse aller plus loin. Est-ce qu'on peut dire ce soir, Yves Maga, que dans le fond, les habitants de Crimée s'accommodent de cette présence russe, dont ils ont d'ailleurs l'habitude, hein, on vient de l'entendre dans le sujet d'Isabelle Fiot, il y a à peu près 15 000 Russes qui sont en Crimée. Est-ce qu'ils s'accommodent, ils sont même contents de cette présence russe ? Bon, les habitants de Crimée, je ne dirais pas seulement s'accommodent de cette présence russe, je parle des russophones, 65% environ des 2 millions d'habitants de Crimée, ils se sentent très proches par leurs racines, par leur histoire, par leur culture et surtout par leur langue de la Russie. Pour eux, ça reste la mère patrie, même s'ils ont un passeport ukrainien. Ils ont été très choqués lorsque les nouvelles autorités ukrainiennes ont aboli le statut de langue officielle régionale de la langue russe. Encore hier, des gens me disaient, c'est terrible, ils ne veulent plus qu'on parle russe. Pas tout à fait ça, mais enfin, ils ont été très, très fortement touchés par cela. Donc ils sont très attachés à cette Russie, ils sont contents d'avoir ce soutien de la Russie. Puis il y a aussi un autre aspect quand même économique. Ils voient l'Europe en crise, ils voient l'Ukraine au fond du gouffre. Beaucoup me disent, si on habitait en Russie, on vivrait beaucoup mieux. D'accord, Yves Maga. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été quelques instants en duplex avec nous. Alors, Éric Heussli, il faut revenir effectivement sur ce que vient de dire Yves Maga. C'est vrai qu'une des décisions du gouvernement en place, du nouveau gouvernement en place, a été de supprimer, en tout cas, cette langue russe, qui est la deuxième langue du pays. Est-ce que c'est ça qui a été, dans le fond, l'élément déclencheur et qui a poussé Poutine à agir ? Non, je crois que ça serait un élément, ça serait très exagéré de le prétendre. En revanche, je pense que le fait, par le nouveau gouvernement, de prendre comme une de ses toutes premières mesures de supprimer la langue, il faut bien voir de quoi on parle. On interdit à personne de parler le russe. On dit simplement à la moitié du pays, à partir de maintenant, lorsque vous serez dans des tâches administratives ou devant des tribunaux, vous allez utiliser l'ukrainien, qui n'est pas votre langue commune. C'est un peu comme si on disait... Il y a 25 millions d'Ukrainiens qui parlent russe, qui sont russophones. Voilà, pour donner l'impression aux téléspectateurs, prenons la Belgique, qui est divisée à peu près en moitié en deux langues, et tout d'un coup, vous avez une révolution à Bruxelles, les Flamands prennent le pouvoir, et à partir de là, la première mesure qu'ils prennent, c'est de dire... Du côté wallon, vous allez parler flamand dans l'administration. C'est clair que cette mesure est extrêmement forte sur le plan identitaire. Elle a déjà été un petit peu atténuée depuis parce qu'un certain nombre de pays occidentaux sont intervenus pour essayer de ramener le gouvernement révolutionnaire à la raison. Mais c'est clair que le symbole est très mauvais. Le symbole est extrêmement inquiétant. Et je crois que les communautés russophones, qu'il ne faut pas forcément... confondre avec russophile. Encore une fois, je reprends l'exemple. Elles ne sont pas forcément pro-Poutine, c'est ça ce que vous dites. Absolument, c'est exactement comme la Belgique, si vous voulez. Il y a des gens qui parlent français en Belgique qui se sentent belges et qui n'ont pas forcément envie d'être français. Alors, sur cette question... C'est un peu la même situation-là. Mais si vous les obligez à choisir entre la renonciation à un certain nombre de droits importants pour leur minorité et l'alliance avec un pays qui leur est proche, bien sûr qu'on entre dans une période de crise. Alors, Madame Rubache, là-dessus, c'est vrai que ça n'a pas été une bonne décision. Si je peux juste me permettre de faire un petit commentaire, moi j'appartiens absolument à la population russophone d'Ukraine. Donc vous êtes bilingue, vous parlez l'ukrainien et le russe. Je suis bilingue, ceci dit, quand j'avais 7 ans et quand j'avais commencé mes études à l'école, je ne parlais pas un mot d'ukrainien, je l'avais appris à l'école. Donc avec mes parents, la seule langue qu'on parlait depuis toujours, c'était le russe. Et j'ai envie de dire, j'ai vécu en Ukraine pendant 22 ans
Et j'ai jamais rencontré une situation où quelqu'un m'avait interdit de parler le russe. Ça n'existe strictement pas en Ukraine. On a le droit, chacun, de s'exprimer dans la langue. Mais là, on parle de cette décision qui empêche certains dans une administration de parler en russe. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? J'aimerais bien préciser que déjà, l'Ukraine a gagné son indépendance en 1991. En 1992, le Parlement a passé une loi sur la protection des droits des minorités qui notamment protège les langues des minorités qui habitent en Ukraine. Après, il y a quelques années, le gouvernement de Yanukovych a passé une loi par une voie non constitutionnelle dans le Parlement. Ils ont voté pour cette loi qui donnait des certains privilèges à la langue russe. Donc, ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques jours, c'est que le Parlement voulait annuler cette loi qui a été passée par le Parlement d'une manière non constitutionnelle et ensuite passer une autre loi qui donnerait des privilèges à la langue russe ainsi qu'aux autres langues des minorités qui habitent en Ukraine. Il faut également préciser que le président par intérim n'a pas signé la loi qui a été passée il y a quelques jours. Donc, d'accord. Il y a encore quelques incertitudes. Quelqu'un parlait, vous, Monsieur Niva, en ce début d'émission, des manifestations. C'est vrai que je vous propose de revoir ensemble les images de ces manifestations qui ont eu lieu sur la place Maïdan. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Malheureusement, elles ont dégénéré. Des manifestations qui ont provoqué une centaine de morts. On parle aussi de nombreux disparus. Des images qui ont fait le tour du monde. Des images qui ont beaucoup heurté. Alors j'aimerais qu'on se pose une question ce soir avec nos invités ce soir. Est-ce que dans le fond, il faut parler d'une révolution en Ukraine ou d'un coup d'État? J'aimerais vous entendre là-dessus, Eric Hössli. Vladimir Poutine, aujourd'hui, a tenu sa première conférence de presse depuis la destitution du président ukrainien Yanukovych. Vladimir Poutine qui parle clairement d'un coup d'État. Il parle de la légitimité de son action. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, moi, je pense que le vocable importe peu. On peut parler de révolution, on peut parler de prise de pouvoir, on peut parler de coup d'État. Ce qui est certain, c'est qu'un président qui avait été élu dans une élection qui n'a pas été contestée par la communauté internationale a été déposé par un immense mouvement social et populaire. Et je pense que la Russie voit surtout dans cette déposition l'effet de l'influence occidentale. Il y a une influence occidentale, de manière absolument incontestable. On a vu depuis le mois de novembre... l'Union européenne, très clairement. L'Union européenne et les États-Unis. On a vu depuis le mois de novembre un certain nombre de politiciens occidentaux, et pas des moindres, défiler sur cette place, encourager les manifestants. On a vu le sénateur McCain, on a vu la présidente lituanienne, on a vu des ministres polonais, on a vu... les ministres français, Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères allemand, etc. Il faut s'imaginer une grande manifestation à Athènes, où vous avez des gens qui sont en manifestation contre des mesures difficiles du gouvernement, qui sont en lutte contre la corruption du pouvoir à Athènes aussi. Et imaginez-vous, dans un contexte comme celui-là, des ministres étrangers qui débarqueraient. C'est clair que la perception qui a été donnée, c'est que les pays occidentaux étaient engagés d'un côté dans cette bataille pour tenter d'encourager les manifestants à prendre le pouvoir. C'est comme ça que les choses ont été perçues par Moscou. Et je crois qu'on a vu en plus, de manière tout à fait intéressante, lors de la fameuse fuite du téléphone entre Mme Nuland et l'ambassadeur américain, on a pu constater qu'effectivement, ces deux personnages importants du département d'État américain étaient en train de discuter de qui ils allaient mettre au gouvernement ukrainien, qui convenait pas, qui était suffisamment intelligent, qui ne l'était pas, à qui il faudrait téléphoner 4 fois par semaine. Voilà ce qu'on a vu. Donc, incontestablement, attendez, je termine parce que c'est très important. Incontestablement, la perception qui a été donnée, c'est que les Occidentaux sont et ont encouragé ce mouvement. Maintenant, je pense Est-ce qu'ils ont fait une erreur, d'un mot? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce que l'Union européenne a fait... Parce que je pense que de la part de l'Union européenne, c'est une très grave erreur. Okay. Je pense que de la part des États-Unis, on est dans une politique qui est maintenant constante. On va rester sur l'Union européenne. Eric Hössli. Non, je vais rester sur un point très important. Alors concluez, parce que vous êtes un peu long, oui, si vous me permettez. Je pense qu'il faut être précis là-dessus. Il faut être très précis sur un sujet aussi délicat. On va laisser parler Eric Hössli, merci. Là, la difficulté est qu'il n'y a pas de doute que les Occidentaux ont encouragé le mouvement, mais de l'autre côté, il n'y a pas de doute non plus qu'on a affaire à un véritable mouvement social. On n'a pas affaire à un complot, on n'a pas affaire à des manipulations X ou Y. On a affaire à un vaste mouvement qui a soulevé en tout cas la moitié de l'Ukraine. Et ça, les Russes ne l'ont pas compris.
Alors j'aimerais aussi entendre un nouvel invité en duplex de Paris. Henri Weber, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un proche de Laurent Fabius. Précisément, on parlait de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Vous êtes député au Parlement européen, socialiste. Il y a eu des réactions très critiques à l'endroit de l'Union européenne, dans ce rôle de soutien d'une révolution alors qu'il y avait un président démocratiquement élu. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Weber? Je réponds que je suis assez atterré devant le renversement des causes et des effets. On a assisté en Ukraine à un très puissant mouvement social. C'est un mouvement révolutionnaire, un mouvement démocratique. Quand il y a des manifestations de cette ampleur dans les pays arabes ou ailleurs, tout le monde reconnaît qu'on a affaire à une révolution démocratique. Et cette révolution démocratique, c'est un refus d'un certain type de pouvoir, le despotisme poutinien tel qu'il s'exerce en Russie. Et tout a commencé lorsque Yanukovych a choisi de refuser le pacte d'association avec l'Union européenne et d'accepter l'intégration dans l'ensemble euro-asiatique. Et c'est en protestation face à ce destin dont il ne voulait pas que pendant des semaines et des semaines, par moins 15 degrés, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Ukrainiens sont restés en protestation. Et ce qu'a fait l'Union européenne, c'est pas du tout de mettre de l'huile sur le feu, c'est d'essayer d'arriver au compromis. Lorsque les trois ministres des Affaires étrangères, allemands, polonais et français sont venus, ils ont négocié un compromis. Et la pièce centrale de ce compromis était d'aller aux élections, puisqu'une partie massive du peuple rejetait le pouvoir du dictateur corrompu qui dirigeait ce pays depuis une dizaine d'années, eh bien, il fallait aller aux élections et aux élections présidentielles en écourtant son mandat, ce qui a été admis. Alors, par ailleurs, il a décidé de prendre la poudre d'escampette et mettant par terre ce compromis et d'aller fuir en Russie. Ça a été son choix. Mais il a été lâché aussi par tous ses amis. Il a été lâché, excusez-moi, par tous ses amis, il faut le préciser. Il a été lâché par son propre parti. Son propre parti l'a mis en accusation. Et destitué par le Parlement. Et les députés de la Rada, à la quasi-unanimité, l'ont destitué. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'Union européenne là-dedans, qui cherche à trouver un compromis pour stabiliser la région, éviter des conflits à ses frontières et permettre à l'Ukraine, qui est en très grande difficulté économique, de redémarrer et de retrouver la croissance. Merci, M. Weber. On reviendra sur les problèmes économiques. Georges Niva, vous vouliez intervenir? Ah oui, parce que je suis quand même étonné de voir un conseiller du ministre des Affaires étrangères en France parler d'une façon tellement partiale. Comment est-ce qu'il pourra ensuite essayer de faire une médiation? Ça, c'est son affaire. Despotisme moi, je ne suis pas poutinien, ministre, moi. Ce n'est quand même pas la façon dont on va pouvoir régler le problème. Moi, je pense que l'Europe est face à plutôt un échec qu'une victoire, en ce sens que nous sommes devant une troisième Europe. Il y a eu la première, c'est celle sur les ruines du fascisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la seconde Europe, c'est à la chute du communisme, avec l'arrivée de tous les pays de l'Europe de l'Est, y compris des morceaux de l'ancienne URSS, les trois républiques baltes. Et puis maintenant, c'est la troisième Europe qu'il s'agit de construire. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Ukraine pendant toutes ces années-là? Rien, quasiment rien. Alors que tout le monde peut comprendre que cette nouvelle Europe, elle doit se négocier aussi avec les Russes, de la part des Ukrainiens, bien entendu, qui sont souvent beaucoup plus russophiles et qui sont russophones pour la moitié. Et moi, je suis très lié à l'université Mohyla, et c'est une université où les études russes sont assez fortes. Enfin, son président est d'ailleurs un spécialiste de Solzhenitsyn. Mais l'Europe ne sait pas en ce moment faire autre chose que, disons, proclamer une sorte de victoire artificielle. C'est pas ça qu'elle doit faire. C'est trouver son troisième souffle pour aller plus loin. Alors, on va et vers aussi l'Ukraine, qui est dans l'Europe, bien entendu. Monsieur Libisch, là-dessus, est-ce que, dans le fond, l'Union européenne a fait beaucoup de fautes
en Ukraine, d'après vous? En effet, malgré toute ma sympathie pour l'idée européenne, la première erreur de l'Europe, c'était d'offrir un très mauvais accord d'association au mois de novembre. Ce n'était pas un accord avantageux pour l'Ukraine. L'Europe ne veut pas la libre circulation avec les Ukrainiens. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas coûté de l'argent à l'Europe. L'Europe n'a pas d'argent. Elle ne peut pas satisfaire les besoins matériels de l'Ukraine, tant pis, mais elle aurait pu tendre une main plus qu'elle ne l'a fait. C'est ça qui a déclenché la crise. C'était la première victoire de Poutine. Il a gagné la première manche quand Yanukovych s'est tourné vers lui. Et le deuxième échec de l'Union européenne, c'était l'accord conclu par les 3 ministres des Affaires étrangères, qui aurait été un compromis qui aurait été accepté même par Moscou, mais qui a été balayé par un mouvement populaire. C'était un compromis qui n'a pas duré plus que 12 heures. Souvenez-vous que selon ce compromis, Yanukovych restait président jusqu'aux élections qui devaient se tenir avant la fin de l'année. Or, rien de ceci ne s'est passé. Alors l'Europe n'a pas de quoi se féliciter dans la crise ukrainienne. Je vais rajouter quelque chose là-dessus parce que ça me paraît extrêmement important. J'ai aussi le sentiment que l'Union européenne a fait une grave erreur, non seulement en s'engageant dans cette crise interne. On a parlé de ce grand mouvement social, je crois qu'il est incontestable, tout à fait clair et compréhensible. Il est compréhensible que la jeunesse d'Ukraine souhaite adhérer aux valeurs européennes. Il est compréhensible qu'elle ait envie de bouger. Il est compréhensible qu'elle ait envie de venir en Europe, même si l'Europe n'en veut pas. Tout ça est compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que des dirigeants européens se permettent d'aller dans un débat interne, dans un pays aussi déchiré, dans un pays dont on sait précisément que la deuxième moitié est russophone. Et que, c'est par méconnaissance, c'est par ignorance. Alors, pour moi, l'étonnement, si vous voulez, c'est pas la position américaine qui a été constante. Les Américains cherchent à pousser la frontière militaire le plus loin possible, le plus proche possible de la Russie. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Que de voir l'Union européenne, qui est la terre de la recherche de paix, de la construction de nouvelles identités, qui est par définition même, je dirais quelque part, l'acteur pacifique, l'acteur de médiation sur le continent. Que vous avez toujours soutenu. Que j'ai toujours soutenu. Je suis comme le professeur Lévy, je suis absolument européen et je suis personnellement consterné de voir cette Union européenne s'engager de cette manière-là, sans voir ses conséquences, établir un compromis et être incapable de le défendre derrière. Là, j'aimerais bien aussi entendre effectivement les explications de nos amis français et en plus susciter des espoirs qu'elle n'est pas en état d'assouvir. Henri Weber, vous avez la parole. Vous vouliez répondre? Beaucoup de procureurs autour de votre table. Les ministres sont allés à Kiev après qu'il y a eu les massacres et pour prévenir de nouveaux massacres, pour prévenir la guerre civile en Ukraine qui menaçait. Ils n'y sont pas allés. Monsieur Westerwelle était là-bas en novembre, il n'était pas là il y a une semaine. Donc les personnalités européennes n'ont pas cessé de fréquenter cette place, ça vous ne pouvez pas le contester. Je vous parle des 3 ministres qui sont allés trouver un compromis. Ils ont trouvé un compromis parce que nous savons très bien que pour stabiliser la région, dans le cadre du partenariat oriental européen, la Russie est un acteur qui a ses intérêts légitimes que nous devons prendre en considération. Nous ne sommes pas des bouts de feu. Lorsque les Polonais et les Baltes, fraîchement arrivés dans l'Union européenne, ont proposé que l'Ukraine et la Biélorussie soient intégrées non seulement à l'Union européenne, mais encore à l'OTAN, les Français, les Allemands, les Britanniques ont dit non. Nous ne sommes pas là pour faire de la provocation à l'égard de la Russie, qui a des liens très profonds avec l'Ukraine. Notre problème est de permettre la modernisation des États qui sont nos voisins et leur stabilité, leur stabilisation. Et nous avons, avec l'Ukraine et le pouvoir de M. Yanukovych, le problème qui est lié à l'extrême corruption de ce personnel politique. Comment voulez-vous que nous expliquions à nos concitoyens que nous allons engager des sommes astronomiques qui iront dans les poches des oligarques? Ce n'est pas possible. Donc, nous avons passé... Monsieur Weber, on vous a bien entendu. J'aimerais encore passer la parole avant que le faisceau ne se coupe à Yves Maga. Vous vouliez intervenir, Yves?
Oui, il y a encore un élément dont on n'a pas du tout parlé et que j'ai souvent, mais presque tous les jours, entendu évoquer ici parmi les Russes d'Ukraine. C'est la dérive vers l'extrême droite d'une partie du mouvement de contestation. Ça terrorise les Russes ici quand ils voient ces mouvements masqués, ces gens qui vénèrent Bandera, l'ancien combattant qui était aux côtés des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les croix gammées peintes sur la mairie de Kiev, les inscriptions moro-juifs que j'ai vues moi-même sur la route. Les gens ici sont terrorisés par cela. Il y a toute cette culture de la lutte antifascisme. Et ça, je dois dire que les autres, les vrais démocrates, sont restés assez timides. Oui, mais les démocrates sont restés assez timides à cet égard. On ne les a pas entendus rejeter en bloc les dérives extrémistes. Alors, précisément, ce mouvement pour un mouvement fasciste, c'est la thèse précisément de Poutine. Alors, on a effectivement beaucoup parlé de cette mouvance d'extrême droite dans ces manifestations. Madame Hrubač, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que... franchement, moi, ça me fait rire quand on me dit... Vous le contestez? Mais absolument. Moi, si j'entends les gens dire que les gens qui manifestent pacifiquement sur les rues d'Ukraine sont des néo-nazis ou ce sont des fascistes, j'aimerais bien voir des preuves. J'aimerais bien voir des photos ou des vidéos où des manifestants font des signes fascistes ou ils montent des swastikas ou je ne sais pas quoi. Moi, je suivais de très très près tous les événements de cette révolution. Tous mes amis, toute ma famille étaient dans la rue de Kiev. Moi, je participais aux manifestations ici en Suisse que la communauté ukrainienne organisait. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu aucun signe de fascisme ou néonazisme. Aussi, j'aimerais souligner que dans le nouveau gouvernement, il y a également des juifs. Notre nouveau Premier ministre a d'origine juive. Votre père est juif, il faut le rappeler. Mon père a des racines juives également. Les nouveaux gouverneurs qui ont été nommés il n'y a pas longtemps, notamment le gouverneur de l'oblast de Dniepropetrovsk, qui est une oblast russophone d'Ukraine. Lui, il est juif. En plus, il est le président de la communauté juive d'Ukraine. Donc, je peux que rire, franchement, quand j'entends ce genre d'argument. Eric Hössli. Moi, j'aimerais dire juste deux choses. Je crois que Mme Hrubač a raison de dire qu'on ne peut pas confondre les manifestants de la place Maïdan avec un groupement fasciste ou une manifestation fasciste. Tout ça est exact. Mais si vous voulez avoir des éléments de démonstration de ce qui s'est passé sur cette place dans les groupes d'autodéfense d'extrême droite ou de nationalistes, si vous voulez, comme l'appelez, il suffit de lire la presse, madame. Tous les journaux européens, tous les journaux en ont parlé, des groupes de choc formés par des milices qui sont effectivement entre l'extrême droite, l'extrême nationalisme ou le fascisme, qui sont effectivement les héritiers d'un certain nombre de mouvements qui existent en Ukraine et qui avaient actuellement, dans le dernier Parlement, 10% des sièges au Parlement. Et tout le monde s'inquiète, toutes les organisations de droits de l'homme aujourd'hui s'inquiètent de la possible montée de ces mouvements dans le futur Parlement. C'est un fait incontesté. Ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens sont fascistes, ça veut dire qu'il y a là un phénomène dont il faut s'inquiéter. Alors, on parle du Parti Svoboda, Eric Hössli parle de la presse, il faut aussi rappeler, et je m'adresse à nos téléspectateurs parce que nous avons eu un journaliste sur place, Olivier Kohler, qui précisément a tourné avec ces milices d'extrême droite. Moi, j'aimerais bien qu'on avance dans ce débat et qu'on donne la parole à une autre de nos invitées, Anna Perekoda. Merci beaucoup de nous rejoindre. Anna, vous êtes étudiante ukrainienne à l'Université de Lausanne et visiblement, vous avez beaucoup de soutien ce soir dans notre public. Alors, vous avez 20 ans. Je le disais, vous étudiez à l'Université de Lausanne et ici, en Suisse, vous êtes très active. Vous avez organisé des manifestations, notamment à Lausanne et à Genève. Vous êtes aussi très active sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de vous demander, dans le fond, pourquoi un tel engagement? Pourquoi vous battre ici pour votre pays et surtout, pourquoi être du côté des révolutionnaires? Bon, c'est premièrement pour expliquer pour tous ces gens qui regardent la télé, qui regardent les manifestations qu'on organise, qui sont venus pour ces manifestations, pour expliquer notre avis concernant la situation en Ukraine. Et bon, j'aimerais faire quelques commentaires parce que j'ai écouté tout ça pendant, je ne sais pas, 30 minutes. En ce qui concerne
On dit que la Russie explique l'invasion de ses troupes militaires en Ukraine par la menace des extrémistes, parce que la population russophone en Ukraine est menacée par quelqu'un. Mais en fait, on aimerait vraiment avoir des preuves de menaces par rapport aux populations russes en Ukraine. En fait, il n'y a pas de personnes qui sont tuées à cause de leur origine, à cause de leur langue et tout. Il n'y a pas de preuves. Mais alors, la Russie, elle a inventé la raison imaginaire de l'intervention. Et on sait que ce n'est pas la raison. La raison, ce sont le partage des ressources et ce sont des grands pouvoirs politiques en jeu. Mais en fait, en ce qui concerne la question de minorité en Ukraine, j'aimerais juste préciser cette question. Je veux dire que moi, je suis née à Donetsk et ma langue maternelle, c'est russe. C'est une ville de l'Est du pays c'est la qui est ville aussi russophone. natale de notre ancien président Yanukovych. Mais quand j'entends dans la presse européenne que ce pays est profondément divisé au bord de la guerre civile, ça me fait pas rire, mais ça m'inquiète beaucoup en fait. Parce que moi, je sais moi-même par mon expérience que c'est pas vrai, parce que les gens qui habitent à l'Est, à l'Ouest, ils veulent garder l'intégrité du pays. Et juste une remarque à propos des minorités. La Russie dit qu'il n'y a pas de droit pour les minorités en Ukraine. Mais est-ce qu'il n'y a pas de droit pour les minorités en russe? Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas russe, par exemple, qui sont des Kazakhs, des Tatars, des Caucases. Quelle est l'attitude des gens envers ces peuples-là, en fait? Georges Niva, peut-être une réponse. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeune Ukrainienne qui est derrière les révolutionnaires de la place Maïdan? Je n'ai rien de spécial à répondre. Du point de vue de l'avenir de l'Ukraine, il est probable qu'il faudra une dose plus grande de fédéralisme que celle qu'il y a, parce que la Crimée, par exemple, a déjà une autonomie, peut-être une autonomie plus grande. Il est certain qu'on ne peut pas mettre le russe avec les autres langues minoritaires. C'est simplement ridicule parce que c'est une grande langue de culture qui est parlée par la moitié de l'Ukraine. Et que là, la décision du Parlement que n'a pas signée le président d'intérim est une mauvaise décision. Mais c'est un mouvement révolutionnaire. Beaucoup de jeunes gens à Kiev s'y sont investis. Moi, je dirais que ce qui m'inquiète, c'est la blessure qui va rester entre ces deux cousins ou ces deux frères slaves, parce qu'on ne va pas pouvoir reconstruire sur une blessure. Il va falloir atténuer une cicatrice. Je me rends très bien compte qu'il y a une cicatrice parmi les étudiants, par exemple, de l'université Mohyla et d'autres universités qui étaient sur le Maïdan. Et oui, il y a de la propagande russe, bien entendu, mais il y a également des problèmes d'un différentiel énorme entre les parties de l'Ukraine et celle qui, par exemple, a des quantités de monuments à Bendera dans l'Ouest que j'ai vu de mes propres yeux, celle qui a dans l'Est des monuments aux victimes du même chef, c'est un des chefs de l'armée insurrectionnelle ukrainienne entre 41 et 45. Vous voyez, quand on a à ce point-là des mémoires différentes, il y a quand même des problèmes que l'on ne peut pas nier de l'extérieur ni de l'intérieur. Alors, des problèmes en tout cas qui inquiètent ici en Occident. En préparant cette émission, nous avons reçu plusieurs messages sur les réseaux sociaux qui vont notamment dans le sens d'une crainte d'une guerre aux portes de l'Europe. Alors j'aimerais vous livrer deux messages. Tout d'abord, cet internaute qui nous dit « Chatouiller les Russes sur l'Ukraine tout en sachant que ce pays est stratégique au niveau militaire et économique, c'est de la provocation. » Et puis deuxième message, malheureusement cette situation peut déboucher sur une très grave catastrophe. Beaucoup d'éléments rappellent les pires heures de notre histoire. Alors j'aimerais maintenant, il nous reste à peu près un quart d'heure dans cette émission, qu'on se penche sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer en Crimée? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce pays? Alors, monsieur Libiche, certains l'écrivent aujourd'hui, certains disent aujourd'hui la Crimée est occupée par les Russes. De fait, aujourd'hui déjà, c'est ça ce qui s'y passe. Effectivement, elle est occupée par les Russes, mais on ne s'est pas interrogé sur ce qui a provoqué cette occupation. La Crimée, et surtout la base de Sébastopol, est une base stratégique pour les Russes. Je crois que
la question des minorités, des russophones, c'est quelque chose de secondaire. Le non-dit dans cette affaire, c'est que Poutine craignait de perdre sa seule base en mer Noire, la base qui fournit la Syrie, la base qui est la gloire de la marine russe. C'est cela qui a fait pencher les choses. Déjà, Klitschko a laissé entendre qu'on allait revoir l'accord sur le stationnement des troupes. L'opposant, le boxeur. Oui, un des opposants. Yanukovych avait conclu un accord que les Russes restent là jusqu'à l'an 2042. C'est long, en effet. Il y a peut-être lieu de revoir cet accord, mais c'est quelque chose que Poutine ne peut pas supporter. Je crois que c'est là le nœud du problème. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des indications que Poutine est prêt à faire rentrer des troupes russes dans l'est de l'Ukraine. Mais ces troupes sont en Crimée et la Crimée est maintenant un otage. Elle le sera jusqu'aux élections au moins. Et jusqu'à ce que Poutine reçoive des assurances que sa base n'est pas menacée. Si le gouvernement intérimaire ou le gouvernement qui va sortir des élections au mois de mai lui donne ces garanties, je pense qu'on est en voie d'une solution. S'il n'y a pas de telle garantie, je pense que l'occupation de facto par la Russie de la Crimée va rester. Alors vous parlez des élections qui auront lieu le 25 mai, mais avant ça, le 30 mars, il y aura un référendum en Crimée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Georges Nivas, sur ce référendum? Je sais simplement qu'au référendum en l'année 91 ou 92, je ne sais plus, la Crimée a voté pour entrer dans l'Ukraine à 52%. Donc elle ne se trouve pas par un acte de violence à l'intérieur de l'Ukraine du fait de ce référendum. C'était 52, ce n'était pas une énorme majorité, bon, mais démocratiquement c'était décidé ainsi. Ça peut changer. Simplement, honnêtement, je ne pense pas que la population... Comment vous voyez l'avenir de la Crimée? Comment vous voyez l'avenir de l'Ukraine? Vous avez peur d'une guerre? Non, mais non, j'espère que non. Les habitants de la Crimée, je pense, peuvent vivre avec l'Ukraine et peuvent vivre avec la Russie. Ils ont longtemps été russes, sont russes. Simplement, c'est vrai qu'il y a les Tatars, que quand même le camarade Staline a déplacé comme un peuple tout entier. Ce n'est pas le seul qui les déplacé. Ils sont revenus en 88, c'est-à-dire longtemps après. Et nous devons nous rappeler que l'académicien Andrei Sakharov faisait le piquet dans la rue, courageusement, pour le retour des Tatars. Donc ça fait partie de la résistance russe, de la dissidence russe, d'avoir soutenu les Tatars. Bon, ça ne veut pas dire que les Tatars sont tous contre la Russie, puisqu'il y en a un qui est entré comme vice-ministre, je crois, dans le gouvernement actuel de la Crimée. Sur l'avenir, j'aimerais aussi vous entendre sur l'avenir de la Crimée. Eric Eusli, on parle de ce référendum le 30 mars. C'est un référendum pour plus d'autonomie de cette région. Je crois que, comme le professeur Libich l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre l'action russe comme une sorte de séquestre de ses intérêts immédiats. Et l'intérêt principal, il est clairement autour de cette base de Sébastopol, qui est non seulement sa seule base sur l'ensemble du front sud de la Russie, mais qui est aussi, il faut le rappeler, une ville symbolique pour les Russes. Sébastopol est une ville qui a été conquise par la Russie sur l'Empire ottoman, qui a été construite par les Russes, qui a été peuplée par les Russes et qui, 2 fois pendant l'histoire, a été le symbole... Défendu contre les alliés franco-turcs. 2 fois dans l'histoire, le symbole de la résistance nationale russe contre l'étranger. C'est dans la conscience nationale. Et là, je crois qu'il ne faut pas se tromper. On parle très volontiers de M. Poutine parce qu'il est antipathique, mais ce sont les intérêts de la Russie que M. Poutine défend ici, rien d'autre. Je pense que n'importe quel régime en Russie, si vous l'interrogez sur la défense de Sébastopol, adoptera la même position. Alors maintenant, la question fondamentale est la suivante. L'Ukraine est depuis quelques années dans une situation terrible sur le plan économique. Et la raison montre que pour l'en sortir, il faudrait non seulement avoir l'un ou l'autre des deux côtés, il faut que les 2 grands blocs européens coopèrent pour permettre à cette Russie, à cette Ukraine, d'être à la fois ce qu'elle veut être en Europe et à la fois de participer à ce monde russe. Là, le danger de la situation actuelle, c'est qu'on est en train de s'enferrer dans une situation dans laquelle au moins un des 2 blocs va rester extrêmement hostile dans un climat international de méfiance.
Donc je dirais que les choses, au-delà de la guerre, sont extrêmement inquiétantes parce que nous ne sommes pas dans un conflit dont il va être facile de sortir, au-delà même des intérêts militaires. Alors que l'Ukraine... Gros problème économique, c'est ça ce que vous dites? L'Ukraine réclame non seulement des mesures économiques, elle réclame des accords particuliers en termes commerciaux avec l'Union européenne, des libertés de circulation, et du côté russe également, il est nécessaire qu'elle garde cette porosité avec le monde russe dont elle fait partie. Et malheureusement, tout ce que nous voyons là, c'est une espèce de bataille entre les superpuissances pour s'arracher l'Ukraine. Il n'y a pas d'issue pour l'Ukraine dans ce type de conflit. L'Ukraine est dans les deux mondes. Elle ne doit pas basculer dans l'un ou dans l'autre. Alors, vous parlez des problèmes économiques de l'Ukraine. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé qu'ils promettaient $1 milliard à l'Ukraine. On a aussi beaucoup parlé de la corruption de ce pays. Je vous propose de découvrir ces images qui ont fait le tour du monde, du palais du président destitué ukrainien Yanukovych. On voit ce faste, on voit ces robinets en or. C'est vrai que c'est des images qui ont fait le tour du monde, qui ont choqué beaucoup de monde. Alors j'aimerais aussi vous entendre, Henri Weber, sur cet enjeu économique. C'est vrai qu'on dit que l'Ukraine est au bord de la faillite. Concrètement, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut véritablement soutenir économiquement ce pays? Elle peut le faire dans une certaine mesure. Elle doit le faire avec la Russie. Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il s'agit de faire un partenariat entre l'Union européenne et la Fédération de Russie pour remettre l'Ukraine à flot. Mais pour remettre l'Ukraine à flot, il faut quand même un peu mettre d'ordre dans ces élites qui on a beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de plans du Fonds monétaire international qui apportaient beaucoup d'argent à l'Ukraine. Mais à chaque fois, ces plans, on a été obligé de les interrompre parce que les gouvernants ne tenaient pas leurs engagements. Donc là, il y a un problème des élites. Et c'est pourquoi la question de la démocratie est tellement importante. Comment on peut mettre les élites au pas ? Précisément en les faisant contrôler par le peuple. Et l'objet de cette révolution démocratique, c'est que le peuple en a assez de voir des fonds se déverser et être dilapidés par des élites corrompues. Et ce peuple exige d'avoir voix au chapitre, d'avoir le pouvoir effectif, de pouvoir choisir ses représentants pour que les fonds investis par les Occidentaux comme par les Russes ne soient pas perdus, en pure perte effectivement. Et voilà, alors le FMI va revenir à nouveau, il est prêt à mettre 12 milliards d'euros sur la table, l'Union européenne est prête à mettre également des fonds sur la table, entre 3 et 6 milliards, c'est en discussion à Bruxelles en ce moment. Tout le monde souhaite la désescalade, tout le monde souhaite que l'Ukraine ne fasse pas faillite, c'est l'intérêt de l'ensemble de la région, indépendamment de l'intérêt des Ukrainiens eux-mêmes, et nous allons y faire face. Et ce qu'a dit aujourd'hui Vladimir Poutine est plutôt rassurant. On est engagé dans un début de désescalade, et tant mieux. Mais encore une fois, pour investir dans l'économie ukrainienne, qui est une économie assez riche. Ça a été longtemps le grenier à blé, non seulement de la Russie, mais de toute l'Europe. Et il y a des industries, il y a des métaux, un sous-sol riche. Pour développer tout cela, il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient contrôlés pour qu'ils cessent de vivre sur la bête. Et voilà ce que nous allons essayer d'obtenir. Alors, comment faire plier Poutine? On le disait au début de cette émission, il y a les premières sanctions américaines qui ont été prises, mais est-ce qu'elles ne font pas un petit peu sourire, Monsieur Libisch, quand on entend que les États-Unis veulent suspendre la coopération militaire avec la Russie, quand on entend que les Américains veulent boycotter les Jeux paralympiques? Franchement, ça ne semble pas très sérieux, ces sanctions. Oui, comme M. Hösli a dit, il y a une politique américaine constante. Mais est-ce que ça va faire plier Poutine, ça? Est-ce que ça ne le fait pas rigoler? C'est pas assez pour faire plier Poutine, surtout que ses intérêts stratégiques sont en jeu. Mais ici, les intermédiaires sont les Européens. Les Européens ont beaucoup plus en commun avec la Russie que les Américains.
les Européens peuvent difficilement se permettre de couper les ponts avec la Russie. Bon, les Européens aussi menacent les Russes, notamment Eric Hösli, peut-être un commentaire, ils menacent de bloquer les visas des Russes, par exemple. C'est vrai aussi qu'il y a des pays qui ont bloqué les avoirs de Yanukovych et de ses amis. Est-ce que ça, c'est des mesures qui sont de nature à faire plier les Russes, notamment la question des visas, bien sûr? Sûrement pas quand il s'agit de leur intérêt stratégique premier. L'inquiétant, encore une fois, c'est qu'au-delà même de cette crise, on voit qu'on a maintenant en fait deux acteurs en Europe, c'est-à-dire l'Union européenne d'un côté et la Russie, qui se regardent dans un climat de méfiance absolue. Ça n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que, je le souligne encore une fois, je pense que l'action de l'Union européenne a été extrêmement dommageable, y compris à l'avenir de l'Ukraine. L'Union européenne a comme fonction d'être un pont sur ce continent, un constructeur de paix. Elle est sortie de ce rôle. Et aujourd'hui, il va être très difficile de rétablir cette confiance. Alors, nous avons peut-être quand même un mot là-dessus. Vous avez parlé de la Suisse. J'allais parler de la Suisse. Voilà, finalement, le dernier acteur qui peut tenter de jouer un rôle positif, c'est la Suisse. Alors, quand c'est le dernier acteur... La Suisse qui préside donc l'OSCE. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la Suisse est le dernier recours, ça n'est pas vraiment bon signe. On préférait avoir encore d'autres acteurs. Didier Burkhalter ne sera pas content. Non, mais je crois que c'est la réalité en tant que telle. On va sans doute essayer de le faire aussi avec d'autres puissances qui ont été relativement coopératives et constructives comme l'Allemagne. Au-delà des autres acteurs européens, ça va être difficile de le faire, mais je crois que la Suisse doit... Poutine parle très bien l'allemand, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un lien un peu plus direct avec Merkel. L'Allemagne suit, je crois, une ligne assez constructive depuis le départ, ce qui est malheureusement pas le cas de tous les Européens. Alors, sur le rôle de la Suisse, j'aimerais bien vous entendre, Madame Hrubač, la Suisse donc, qui préside l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Oui, moi je pense que la première chose que la Suisse pourrait suggérer, comme un pays qui préside actuellement à l'OSCE, c'est d'envoyer une équipe d'observateurs indépendants, les observateurs de l'OSCE, en Crimée, pour qu'ils constatent ou pour qu'ils montrent des preuves, comme Anna a dit, est-ce que vraiment les minorités ou la majorité russe à Crimée c'est ce que notre envoyé spécial Tim Gouldiman a proposé, je crois. Exactement. Donc avec cela, je suis tout à fait d'accord. En plus, je suis sûre et certaine qu'il n'y aura pas de preuve de menace quelconque, ni de la population russe et russophone en Crimée. Il faut dire par exemple qu'en Crimée, il n'y a qu'une école ukrainienne où l'enseignement se passe en ukrainien. Le reste des écoles en Crimée sont des écoles russes. C'est juste pour donner un exemple. Ensuite, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est qu'il y ait des observateurs pendant les élections du 25 mai, les élections présidentielles. Il faut s'assurer que le futur président soit élu démocratiquement et comme ça, ça va répondre aux espoirs de tous ceux qui ont fait cette révolution de dignité. Alors, Anna Perekhoda, vous avez 20 ans, vous êtes l'avenir de votre pays. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays? Comment vous voyez l'avenir de votre pays? D'accord, je vais peut-être expliquer un peu en ce qui concerne... Moi, je peux comprendre un peu plus quelque chose dans les questions culturelles plutôt que politiques. Et enfin, je voudrais toucher notamment cet aspect culturel en Ukraine. Et ce que je voulais dire que... Mais vous, Anna, on est à quelques minutes de la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Vous qui vous êtes tellement engagé dans des manifestations, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire partie de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que cet mensonge total qui règne dans le pays, qui est notamment influencé par la politique propagande russe, ça cesse, ça arrête. Parce que les gens, ils ont marre de ça. Et ça, c'est le résultat. Ce qu'on voit, c'est le résultat de cette propagande russe qui n'est pas à l'intérieur de la Russie, mais aussi à l'extérieur, aux régions de l'Est. Ils ont de l'influence. Et alors, vous voulez une démocratie? Les politiciens, quand ils parlent, ils prennent les gens pour les imbéciles, pour les stupides. Enfin, et les gens, ils ne peuvent pas supporter ça. Et moi, je voudrais que dans mon pays, ça s'arrête de se comporter avec le peuple comme ça se fait à notre politicien. Madame Hrubač, d'un mot, demain, vous prendrez l'avion pour l'Ukraine, vous irez à Kiev, je crois. Qu'est-ce que vous allez y faire? Est-ce que vous allez manifester sur la place Maïdan? Premièrement, j'y vais pour... Le but d'avant, c'était de voir ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai aussi un autre but, un tout petit peu triste, c'est de rendre hommage
à tous ceux qui sont morts pendant cette révolution. Donc, comme vous le savez peut-être, sur la rue principale, les gens ils amènent des fleurs tous les jours. Donc, il ne faut jamais oublier le héroïsme de ces gens qui n'étaient pas du tout armés, qui manifestaient pacifiquement et qui ont été tués par le régime qui, grâce à nous tous, a été destitué. Et on espère de ne jamais plus y revenir. En tout cas, ce soir, Infrarouge souhaite bonne chance à l'Ukraine. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. La RTS continuera bien sûr à suivre avec intérêt et attention ce qui se passe chez nos voisins, les Ukrainiens. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau débat d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.